Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Jean-Luc Godard est mort il y a quelques semaines, mais une certaine idée du cinéma, qu'il incarnait à son corps défendant, lui a bien survécu. Une des grandes chapelles du catéchisme autoriste à moustache a même atteint le sommet du ridicule en titrant « Dieu est mort ». Je dis à son corps défendant parce que Godard a toujours été mal à l'aise avec la statue qu'on lui a érigée de son vivant, et parce qu'il a été l'un des premiers à clamer que la politique des auteurs a été une erreur, ou en tout cas un concept mal interprété. Mais l'esprit de Godard, lui, est bien vivace. Celui d'un personnage profondément ambivalent, cynique, d'une mauvaise foi crasse, et dont le discours était souvent en opposition totale avec ses actes. C'est un personnage capable de tirer à boulet rouge sur la télévision avant de faire de la mauvaise télévision. Il est le premier à reprendre la défense des producteurs, mais est capable de voler de l'argent ou de détourner une commande. Sa correspondance avec Truffaut, Assassine, est à ce titre édifiante. Jeune critique, il a employé tout son talent et sa mauvaise foi pour défendre des cinéastes populaires totalement oubliés de l'histoire, qui se souvient de Norbert Carbonneau, mais a ostensiblement tourné le dos au public une fois devenu cinéaste. Cinéaste, il a fait des films de plus en plus obscurs, tout en constatant, attristé, que le cinéma intéressait moins. On pourrait croire que Godard, en tant que figure tutélaire, c'est un peu une aberration, sans grande importance. Un cinéma en vase clos, composé de films de plus en plus obscurs, gonflés par une critique, aveuglée par la fascination. Je pense que la question de l'influence de Godard est plus profonde que cela. De par mes activités professionnelles, je suis amené à entrer de plus en plus loin en amont du processus de création d'un film. Sa production, son montage financier, son développement artistique, son écriture. Et au plus je rentre dans ces arcanes, au plus cette ambiguïté, cette ambivalence que je décris comme godardienne, me paraît instiller une grande part de ce qu'on appelle l'industrie, ou, pour le dire comme Godard, les professionnels de la profession. Je m'explique. Le discours ambiant, dominant, est que le cinéma, le nôtre en particulier, a besoin d'un vent de fraîcheur. Des nouvelles voix, de nouveaux visages et surtout des nouvelles formes. Il faut de la diversité, de la représentativité. Les administrations poussent de toutes leurs forces, avec leurs propres moyens, pour promouvoir cette ouverture. Soutien aux séries télé, ouverture d'un fonds de production légère destiné à de jeunes auteurs sans expérience, bourse pour la création de comédies, notes de diversité, et j'en passe. Reste qu'une grande part des professionnels de la profession, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. De nouvelles voix, de nouveaux visages, oui, pour autant que ces voix disent exactement ce qu'on est prêt à entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que j'ai déjà dit par ailleurs dans une autre chronique. Le vrai filtre de la diversité n'est jamais nommé, et de fait n'a jamais sauté. Il s'agit du filtre social. Le cinéma tel qu'il est aujourd'hui est fait, jugé, financé par une classe sociale bien précise, la bourgeoisie intellectuelle. La plupart ont beau, comme moi, être des transfuges de classe, et même des précaires, ils s'identifient, agissent et voient le monde à travers ce filtre. Dans cet ordre d'idées, un film populaire est forcément vulgaire, et ne peut devenir intéressant que s'il rejoint leur propre discours. C'est ce qui est arrivé à des cinéastes comme Adam McKay, méprisé pendant 20 ans avant qu'il ne réalise The Big Short. Et un film issu de la diversité devra parler de grands sujets de société. Les migrants, le sort des femmes, la violence de la police, etc. Exemple type, Les Misérables. Tout, et je pense vraiment tout, ce qui sort de ce cadre est indigne d'intérêt. Une comédie se doit d'être maligne et avoir si possible un qualificatif, loufoque, tragique, absurde, au choix. Un film peut être à la lisière du fantastique, mais pas trop quand même. Et surtout, ne pas être trop gore. Vous vous dites sûrement que ça y est, je suis entré dans le stade du vieux bougon. Et c'est sans doute vrai. Je vais néanmoins essayer d'étayer ma thèse avec un exemple. Les aides aux productions légères. Les aides aux productions légères, c'est une bourse qui existe depuis 2017, et dont le but est d'offrir l'opportunité à des artistes issus d'autres milieux, ou à des jeunes cinéastes hors circuit, de faire leur premier pas dans le cinéma. À ce jour, 21 aides ont été octroyées.
par à chaque fois un jury de professionnels indépendants, toujours différents. Aucune collusion ou biais personnel possible donc. Sur les 21 films, 13 sont des films de genre, comédie ou fantastique. C'est plutôt pas mal. Mais si on y regarde de plus près, les comédies sélectionnées se divisent en 2 catégories, celles qui se moquent des pauvres et celles qui se rient de problèmes de riches. Ce qui n'est pas la même chose. On a d'un côté un film comme Fils de Plouc, issu de 2 gamins du sérail qui ont fait les grandes écoles. Il pue le mépris de classe à plein nez. De l'autre, on a un film comme Une vie démente, où une grande bourgeoise est atteinte de sénilité précoce, aux grandes dames de son fils, qui n'a pas l'air de se faire trop de soucis financiers non plus d'ailleurs. Bon, le genre, mauvaise pioche. Pas grave, prenons l'angle de la diversité. Ah bah non plus, non. 8 projets sont portés par des femmes, dont 2 en co-réalisation avec un homme. 2 projets sont issus de la diversité d'origine, et tous 2 sont des drames, sur la difficulté d'intégration d'un côté, sur la violence endémique en Guyane de l'autre. Alors, espérons que ce soit de nouvelles voix qui s'expriment. Encore raté, presque tous les porteurs de projets sortent d'une des grandes écoles de réalisation, et ont 1 ou 2 films, courts et même parfois longs, à leur catalogue. Ils auraient pu sans problème passer la voie classique de la production d'un long métrage. Mais non, ils trustent les premières places en production légère, avec le risque, en passant, de faire baisser les devis sur les autres productions et aggraver les conditions de travail de ceux qui, pour le coup, sont de vrais ouvriers. L'industrie du cinéma est une chaîne de valeurs. Et il faut prendre cette expression au propre, mais aussi au figuré. Les valeurs morales qui sont développées en amont percolent jusqu'à l'aval, c'est-à-dire les salles, les services de streaming. C'est aussi parce qu'on en arrive à reproduire cette vision bourgeoise des choses, qu'en bout de course, on se retrouve avec un marché divisé. Pour les bonnes âmes bourgeoises, des salles confortables et abordables en centre-ville. Pour le bas peuple, des hangars froids, plus chers et au siège collant, en périphérie. Toute l'industrie est en panique, on l'a vu la semaine dernière. Les chiffres en salle, déjà pas fameux du cinéma belge francophone, sont encore pires depuis la reprise, et mettent en péril l'existence de certains distributeurs. Mais la production, elle, va encore bien. L'argent coule à flot, les films se font, et même de plus en plus vite. Les petits systèmes d'antan tanguent, mais tiennent encore le coup. Et donc, de là-haut, on s'étonne. Pourquoi donc les films ne marchent pas ? Je ne l'invente pas, j'entends ce genre de questions posées régulièrement, avec une naïveté sincère. Jean-Luc Godard s'est suicidé, en vertu du droit à l'euthanasie existant en Suisse. Est-ce qu'on doit vraiment filer la métaphore jusqu'au bout ? À la semaine prochaine.